Alan est un gamer acharné de 30 ans qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des semaines. Mais franchement, qui pourrait le lui reprocher? Il vient tout juste de terminer un défi complètement fou. Un run sans aucun coup reçu sur Sekiro et Dark Souls, joués en même temps. Maintenant que c'est fait, il lui faut absolument un nouveau jeu pour éviter de sombrer dans l'ennui. GTA 6 n'étant toujours pas sorti, il se met à chercher sur Internet un autre jeu pour patienter. C'est alors qu'il tombe sur un titre étrange, un jeu qui ne se termine jamais. Normalement, le fait qu'un jeu se télécharge tout seul sur son ordinateur, sans aucune autorisation, serait inquiétant. Mais Alan est déjà bien trop intrigué pour faire marche arrière. Il parcourt donc la roue des paramètres afin de régler la difficulté. Il veut une expérience de jeu aussi traumatisante que possible. Sans hésiter, il pousse la difficulté jusqu'au mode enfer et choisit la classe d'invocateur non testée, histoire de rendre les choses encore plus imprévisibles. Il accepte ensuite toutes les conditions générales sans même les lire. Ce qu'il ignore, c'est qu'une clause mentionne son transfert vers un autre monde. Ainsi, la seconde d'après, Alan se retrouve, nouveau-né, dans une campagne paisible. Une année s'écoule de cette manière, et être un bébé n'est finalement pas si terrible que ça. Il n'a ni travail, ni factures à payer, et il est entouré de parents aimants qui prennent soin de lui. Son père s'appelle Rodin et sa mère Thrisia. Ils forment un couple adorable, mais étant donné qu'Alan a réglé le jeu en mode enfer, il est fort probable qu'il finisse par connaître un destin tragique, façon famille Wayne, tôt ou tard. Une nuit, après qu'on l'a mis au lit, Alan lève les bras et tente toutes les phrases clés qu'il connaît pour faire apparaître un écran de statut. Après tout, même s'il est censé être un invocateur, il n'a aucune idée de la façon dont fonctionne l'invocation. Il décide de tenter une dernière fois avant de s'endormir. Cette fois, quelque chose apparaît réellement. Mais la surprise est si brutale qu'Alan se met à crier. Ses parents accourent aussitôt, alertés par le bruit, et il est contraint de cacher le livre sur le champ. Après s'être assuré qu'il va bien, ses parents quittent la chambre. Dès qu'ils sont partis, Alan ressort le livre. Un immense soulagement l'envahit. Après une année entière d'essais infructueux, il peut enfin consulter ses statistiques. Elles correspondent à peu près à ce que l'on peut attendre d'un invocateur d'1 an. Toutes ses compétences d'invocation sont au niveau le plus bas. Cependant, le livre précise qu'elles s'amélioreront à mesure qu'il les utilisera. Décidé, Alan choisit de tenter l'expérience. D'après ce qu'il peut voir, il n'est capable d'invoquer que des insectes et des bêtes de rang H à son niveau actuel. Cela paraît ridiculement faible, donc il ne s'attend pas à grand-chose. Soudain, le livre se tourne tout seul sur la section des messages, et Alan découvre qu'il a reçu une lettre du Dieu créateur de ce monde. Le Dieu s'excuse essentiellement pour le retard dans la création du livre de statut d'Alan, mais comme la classe d'invocateur était encore en développement, il lui a fallu une année entière pour trier tous les papiers nécessaires. Alan se moque un peu de cette excuse. Mais s'il y a eu autant de retard pour finaliser la classe d'invocateur, cela signifie forcément qu'il reste des bugs à exploiter, ce qui l'enthousiasme énormément. Il décide de commencer par invoquer un insecte, mais se rend vite compte qu'il ne sait même pas comment activer sa compétence d'invocation. Normalement, il consulterait un subreddit ou regarderait un tutoriel, mais ici, pas d'Internet. Il va donc devoir se débrouiller seul. Après quelques minutes de réflexion, il comprend enfin qu'il doit créer d'abord une carte de compétences d'insecte. Il tente le coup, et ça fonctionne parfaitement. Il peut enfin invoquer son insecte. Mais avant même de tester, sa mère vient vérifier qu'il dort encore, et Alan est obligé de faire semblant de dormir à nouveau. Le lendemain matin, une fois ses parents occupés par leurs tâches quotidiennes, Alan ouvre son grimoire et invoque enfin la sauterelle. La pièce se remplit d'une multitude de lumières éclatantes. Au début, Alan est hypnotisé par la beauté de la créature. Mais une énorme sauterelle lui fonce soudainement dans le visage, et il panique. Il finit par comprendre qu'il s'agit bien de la sauterelle qu'il a invoquée et tente de lui donner des instructions. Mais, même invoquée, elle n'a que l'intelligence d'une sauterelle normale et ne comprend rien à ce qu'il dit. Le côté positif. Invoquer la sauterelle augmente ses statistiques d'agilité et d'endurance, ce qui le rend très heureux. Mais toutes ces réjouissances attirent l'attention de sa mère. Quand elle voit la sauterelle géante sur le sol, elle l'écrase immédiatement. Dans les jours qui suivent, Alan s'amuse encore avec l'invocation d'insectes. Mais rapidement, il en a assez et décide d'essayer l'invocation d'une bête cette fois-ci. Il invoque une souris,
Et comme pour la sauterelle, le livre la projette directement en plein visage. Cette fois, Alan s'y attendait. Donc il n'est pas... La souris possède ses propres bonus, mais elle reste assez stupide. Donc Alan ne peut pas vraiment lui parler. Cela dit, l'une de ses compétences s'appelle fouiner, et chaque fois qu'Alan lui ordonne de l'utiliser, elle s'exécute sans faute. Cependant, cette compétence est franchement inutile. Alan comprend qu'il devra faire monter ses compétences s'il veut invoquer des créatures plus puissantes. Son grimoire indique qu'il peut stocker jusqu'à 10 cartes d'invocation en même temps. Heureusement, les bonus de chaque invocation se cumulent également. Ainsi, s'il empile 10 cartes d'invocation de souris, son attaque et ses PV augmentent de 10. Cela le rend déjà plus fort qu'un bébé normal, mais il devra améliorer ses compétences pour devenir vraiment surpuissant. Normalement, cela ne serait pas trop difficile. Mais souvenez-vous, Alan avait choisi le mode enfer parce qu'il pensait que la difficulté serait amusante. Eh bien, pour monter de niveau maintenant, il lui faut 100 fois l'expérience normale, ce qui signifie qu'il va devoir passer beaucoup de temps à grinder. À ce moment-là, Rodden revient d'une longue journée de chasse, complètement couvert de sang. Heureusement, ce n'est pas le sien. Il explique qu'il vient de chasser un énorme sanglier avec les autres hommes du village. Alan est très intéressé, alors Rodden lui demande s'il veut venir voir. Excité, Alan accepte. Rodden le soulève sur ses épaules et commence à le conduire vers le lieu du massacre. C'est la première fois qu'Alan découvre le monde extérieur et il profite de tous ces nouveaux paysages. Mais le trajet jusqu'au sanglier est plus long que prévu et il finit par s'endormir dans les bras de Rodden. Une fois arrivé sur le site, Rodden réveille Alan pour lui montrer le sanglier. Alan est stupéfait. L'animal est absolument gigantesque et il se demande encore comment Rodden a pu l'abattre. Peu après, les villageois alentours remarquent le retour de Rodden et commencent à l'acclamer. Il est le MVP du jour. Alan demande si un sanglier de cette taille est vraiment si fort. Gerda lui explique qu'il s'agit d'un monstre de rancée et qu'il faut généralement au moins 20 hommes pour en abattre un, ce qui les rend particulièrement coriaces. Cette information est très utile pour Alan. Elle lui donne une référence solide sur l'écart de puissance entre les différents rangs. Mais avant même de penser à invoquer des monstres de haut rang, il va devoir commencer à grinder de l'expérience pour monter en niveau. 10 mois de grind intensif plus tard, Alan atteint enfin le niveau 2 d'invocateur. Et cette montée de niveau apporte de superbes avantages. Une amélioration générale de ses statistiques, ainsi que la capacité d'invoquer des créatures de rangée et même de les fusionner. Mais pour cela, il faut beaucoup de PM. Alan se dépêche donc de dîner pour récupérer un peu de mana, puis retourne dans sa chambre pour essayer. Malheureusement, lorsqu'il ouvre son grimoire, il se rend compte qu'il n'a toujours pas assez de mana pour fusionner ses invocations, car son PM maximal est trop faible. Il semble donc qu'il devra encore grinder davantage avant de pouvoir tester de nouvelles capacités. À l'âge de 3 ans, Alan parvient enfin à augmenter suffisamment ses PM pour utiliser sa compétence de niveau 2. Grâce à la section fusion, il peut créer un monstre de rangée, un oiseau qu'il nomme Chappie. La compétence principale de Chappie est imitation de voix, ce qui lui permet de reproduire n'importe quelle voix parfaitement, idéal pour distraire les ennemis. Alan parvient également à invoquer une grenouille et une taupe. La grenouille n'a pour seule compétence que de sauter en clignotant, toujours dans le but de distraire, tandis que la taupe est beaucoup plus active et peut creuser un trou gigantesque en quelques secondes. Les compétences des monstres de rangée sont bien plus utiles que celles des haches, et Alan commence enfin à apprécier l'expérience de jeu dans ce monde. Cependant, il faudra encore beaucoup de temps avant qu'il ne soit assez puissant pour affronter quoi que ce soit de sérieux. Et parlant de combat, la fille de Gerda, Krina, vient chercher Alan pour jouer avec lui. Pour Krina, jouer signifie le défier à un duel. Normalement, cela ne poserait pas de problème, mais elle est bien trop forte pour qu'Alan puisse la suivre. Il se donne à fond, utilisant tous les buffs de ses invocations pour avoir une chance, mais cela ne suffit pas. Il n'est tout simplement pas à sa hauteur. À la fin de la journée, Alan et Krina rentrent chez eux. Pendant qu'Alan a passé l'année à grinder son XP, Rodin et Theresia ont été très occupés. Theresia est de nouveau enceinte. Comme sa mère ne peut plus faire de gros travaux physiques, Alan se propose pour aider à la récolte, afin de soulager Rodin. Il est sûr de pouvoir le faire. Avec tous ses buffs, il possède maintenant à peu près la force et l'endurance d'un adulte. Mais Theresia et Rodin jugent injuste de le faire travailler.
et lui explique qu'il devrait se contenter des tâches ménagères de base et de jouer avec Krina. Rodin lui rappelle qu'il grandira un jour et devra travailler, et qu'il devrait profiter de son enfance tant qu'il n'a pas de responsabilité. Au début, Allen est un peu déçu d'être refusé, mais il se rappelle rapidement à quel point le travail agricole est épuisant, et qu'aucun père ne forcerait son enfant de 3 ans à accomplir ce genre de tâches. Il accepte donc de laisser tomber. Rodin est content de voir qu'Allen comprend, mais alors qu'ils continuent leur dîner, Teresia se souvient de l'avoir vu un peu plus tôt dans le jardin, lançant des pierres sur un arbre. Elle lui demande ce qu'il faisait. Allen répond qu'il s'entraînait pour se défendre au cas où un monstre attaquerait leur maison. En réalité, il essayait de voir s'il pouvait apprendre d'autres compétences que l'invocation en répétant la même action encore et encore, mais il n'a pas eu beaucoup de succès. Rodin est impressionné par son sens du travail et lui dit qu'il a hâte de voir sa cérémonie d'évaluation. Allen n'avait jamais entendu parler de cette cérémonie et demande à Rodin ce que c'est. On lui explique qu'à 5 ans, chaque enfant est évalué pour déterminer ses talents. S'il a la chance de recevoir un talent puissant, il pourrait devenir très riche et réussir dans la vie. L'hiver arrive, et Allen décide d'invoquer une sauterelle dehors dans la neige pour voir combien de temps elle peut survivre. Elle tient toute la journée, ce qui le satisfait pleinement. Cependant, cette satisfaction disparaît rapidement lorsque Krena sort et lui demande de se battre à nouveau. Sans surprise, Allen se fait battre, et pendant qu'il est occupé par son duel contre Krena, il oublie complètement la sauterelle qu'il a invoquée. Celle-ci finit par grimper sur la jambe de Teresia, la terrifiant tellement qu'elle tombe. Or, tomber enceinte est particulièrement dangereux. Rodin court immédiatement pour vérifier qu'elle va bien. Teresia dit qu'elle va bien, mais la vérité est tout autre. Cette chute déclenche le travail, et le bébé doit naître ce jour-là, qu'il le veuille ou non. Rodin dit à Krena d'aller chercher sa mère pour l'aider. Une fois arrivée, elle accompagne Teresia tout au long de l'accouchement. Au matin, la famille accueille un nouveau-né, un petit garçon. Tout le monde est fou de joie, mais Allen ne sait pas vraiment quoi ressentir. Il ignore toujours pourquoi un jeu l'a réincarné dans ce monde. Cependant, même si tout cela était inattendu, il n'avait pas grand-chose dans sa vie au Japon. Alors, il n'est pas mécontent de la tournure des événements. C'est pourquoi il décide de se concentrer uniquement sur le leveling et la protection de sa nouvelle famille. Quelque temps plus tard, alors qu'Allen a 5 ans, il demande à son père en quoi consiste la cérémonie d'aptitude. L'homme lui explique qu'il s'agit d'un événement spécial auquel tout le monde, des serviteurs aux nobles, doit participer lorsqu'il atteint l'âge de 5 ans. Si Allen fait preuve d'une bonne aptitude, par exemple, il aura peut-être la chance de gravir les échelons sociaux et de ne plus être un serviteur. Le problème, c'est qu'il aura plusieurs rivaux. Le garçon ne comprend pas ce que cela signifie, alors son père lui explique que lorsqu'ils sont arrivés dans ces contrées, les gens ont commencé à avoir des enfants les uns après les autres. Il y a donc maintenant tout un groupe d'enfants du même âge qu'Allen. À ce moment-là, Krina apparaît derrière le père et appelle Allen pour qu'ils puissent se rendre ensemble à l'événement. Les 4 se réunissent et après la promenade, Krina est impressionnée par le nombre de maisons qu'il trouve dans le village où le test aura lieu. Tandis qu'Allen regarde autour de lui avec admiration, Krina jure qu'elle deviendra chevalier si elle est désignée comme telle. Quand ils arrivent à l'église où se déroulera le test, Allen remarque que les roturiers portent des vêtements bien plus beaux que les siens et ont manifestement plus d'argent que sa famille. Il entend même certains garçons se moquer de lui parce qu'il est serviteur. Au milieu de tout cela, les responsables religieux ouvrent la porte de l'église et demandent la bénédiction d'Elmia, le dieu de la création, afin que tous les enfants aient les mêmes chances, car ce pays a connu des héros dont les ancêtres étaient autrefois des serviteurs. Par exemple, Classis, le saint, était un humble roturier de naissance, tandis que Dever, le seigneur de l'épée, n'était autrefois qu'un serviteur. Rempli d'espoir après avoir entendu cela, Allen se souvient qu'avant sa réincarnation, il avait vu que les classes telles que celles de héros et de seigneurs de l'épée devaient commencer dans les classes sociales inférieures. Les participants sont ensuite appelés à l'intérieur de l'église pour commencer l'évaluation tant attendue. Allen remarque la statue d'Elmia, le dieu de la création. Le chef du groupe religieux invite alors le chef du village, Dobogi, à commencer les évaluations avec son fils, Poloma. Chaque enfant doit toucher la boule de cristal. Les attributs et les talents qui sont révélés seront ensuite inscrits sur la plaque métallique derrière le prêtre.
La tension envahit alors le chef du village, qui commence à transpirer tant l'attente est grande. Son fils s'approche de la boule de cristal, sans grande différence. Ses attributs apparaissent alors sur la plaque métallique, disposés de la même manière que ceux qu'Allen a vus sur sa propre page de statut. D'après ce qui est écrit, Poloma a le talent pour devenir marchand, ce qui rend son père extrêmement satisfait, ne comprenant pas grand-chose et pensant que tout talent est une raison de se réjouir. Allen consulte son grimoire, que lui seul peut voir, et remarque que les attributs sont affichés sous forme de rangs plutôt que de chiffres. Pendant ce temps, un autre garçon passe l'évaluation, et, découvrant qu'il n'a aucun talent, il court en pleurant vers son père, qui le serre tendrement dans ses bras. Ensuite, un enfant arrogant se gifle lui-même avant de découvrir son talent, pour lui porter chance. Il se réjouit ensuite d'apprendre qu'il est un bûcheron, et Allen est impressionné que ce garçon, Dogora, ait obtenu l'un des attributs avec le rang le plus élevé qu'il ait jamais vu de sa vie. Au fil du temps, tous les enfants passent leur évaluation jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'Allen et Krina à la fin. Impatiente d'en finir, Krina court vers la boule de cristal et, lorsqu'elle tend la main, l'objet magique émet une lueur extraordinaire. La plaque métallique indique alors que la jeune fille a le talent pour devenir une seigneuresse de l'épée, ce qui est pratiquement un miracle, tandis que tout le monde est stupéfait par la rareté d'un talent aussi puissant. Krina se plaint qu'elle voulait être épéiste, et Allen comprend pourquoi cette jeune fille a toujours été dominée lors de leur duel. Maintenant, le fils de Roden est enfin appelé pour son évaluation, le dernier enfant de l'événement. Sans montrer d'anxiété, Allen n'a qu'à toucher la boule de cristal, et enfin montrer à ses parents qu'il est un conjureur. Cependant, il est littéralement projeté en arrière à cause de la force magique brutale qui émane de l'objet, accompagnée d'une lumière 2 fois plus brillante que lorsque Krina a été évaluée. Incapable de lire, Roden court demander au prêtre quel est le résultat, mais incroyablement, le garçon n'a aucun talent, là où sa classe devrait être. La plaque affiche un bug rempli de lettres aléatoires, ce qui le met en rage. Allen commence à maudire les familles des développeurs qui ne peuvent pas réparer ce jeu de mauvaise qualité. Mais Roden reste calme et appelle son fils pour qu'il rentre à la maison. Quelques heures plus tard, les 2 hommes retrouvent Theresia et Mash, ce qui réchauffe immédiatement le cœur d'Allen. Et ce n'est pas seulement à ce moment-là, lorsque tout le monde se rassemble autour du feu, que ses parents lui font comprendre qu'il sera toujours précieux à leurs yeux, qu'il ait du talent ou... Face à tant d'affection, Allen reconnaît que sa famille est si pauvre qu'elle n'a même pas de baignoire. Mais cela ne l'empêche pas d'être heureux. À l'heure du coucher, le garçon consulte son grimoire et vérifie qu'il possède bien tous les attributs du rang E, ce qui lui permet de faire une découverte. Il est le seul dans ce monde à jouer en mode enfer. Tous ceux qui ont passé l'évaluation avaient 5 ans, ce qui signifie qu'ils devraient tous être de niveau 1, tout comme Allen. Cependant, il semble que le système de classement reflète probablement le niveau de développement auquel ils peuvent s'attendre à chaque fois qu'ils passent au niveau supérieur. La raison pour laquelle Allen possède tous les attributs de rang E est donc que sa vitesse de croissance en mode enfer est presque 100 fois plus lente que la normale, ce qui semble signifier que ses rangs reflètent la même fraction de la valeur réelle. Après avoir passé toute sa vie à jouer à des jeux faciles, Kenichi Yamada a été réincarné dans ce monde, où il est le seul joueur en mode enfer, ce qui pourrait rendre n'importe qui fou à sa place, mais Allen refuse d'abandonner. Après tout, il s'est lancé dans ce défi précisément pour remettre à leur place les jeux ridiculement faciles. À ce propos, il était assez clair que les absurdités écrites à la place de sa classe n'étaient qu'un bug maladroit. Les développeurs devraient donc le corriger rapidement, et Allen est prêt à se plaindre auprès d'eux jusqu'à ce que tout soit parfait, juste pour prouver que personne ne devrait se moquer d'un joueur sans vie sociale. Le lendemain matin, Allen demande à sa mère pourquoi son père est comme ça, car l'homme agit bizarrement depuis la veille au soir. À la tombée de la nuit, toute la famille se rend chez Krina pour fêter la découverte de la jeune fille. Excité, il dit à Allen qu'un seigneur de l'épée est plus fort qu'un épéiste, et l'enfant fait semblant de ne pas comprendre pour cacher qu'il ne le savait pas. Mathilda ajoute que le chef du village est passé pour offrir de l'alcool à la famille. Rodin, essayant de cacher sa joie, garde un visage impassible et invite tout le monde à profiter de la boisson. Allen commence à soupçonner son père d'être jaloux de Krina pour être devenue une seigneuresse de l'épée, mais il ne pense pas que son père soit ce genre de personne. Gerda demande à Roden de prendre la première gorgée d'alcool,
car selon lui, ce sont les visiteurs qui doivent boire en premier. Face à l'insistance de Gerda, une dispute éclate entre les deux jusqu'à ce que Gerda révèle que Roden souhaite rompre les liens entre les deux familles. Acculé, Roden explique que ce n'était pas son intention et que le talent de Krina est si extraordinaire qu'elle pourrait même devenir chevalier et servir le pays, ayant de bonnes chances d'accéder un jour à la noblesse. C'est pourquoi, selon lui, les personnes importantes comme elle ne devraient pas perdre leur temps à fréquenter les domestiques. Cela dit, la dispute entre Roden et Gerda est sur le point de dégénérer en bagarre. Halen demande alors à Krina d'intervenir, mais leurs épouses arrivent les premières, montrant que l'agression physique peut aussi résoudre les problèmes. Après le coup de poing que Mathilda assène au visage de son mari, Halen comprend qu'il ne faut pas se frotter à cette femme. Le garçon lui demande si ces deux-là ont toujours été aussi têtus, et elle répond que le fait de devenir parents les a fait mûrir dans une certaine mesure. À l'époque, ils se battaient presque tous les jours, mais Theresia explique que les deux couples sont amis depuis l'enfance et qu'ils ont donc grandi ensemble. Pendant que Mathilda raconte comment ils ont découvert la création d'un nouveau village il y a 10 ans et comment ils ont décidé tous les 4 de construire leur propre maison sur ce terrain, ce qui explique pourquoi leurs maisons se ressemblent beaucoup, Roden et Gerda recommencent à se disputer pour savoir qui a le plus travaillé à la construction. Mais ils font la paix après avoir bu l'alcool qu'ils n'avaient pas touché depuis leur mariage. À l'aube, alors qu'elle travaille, Gerda apprend que l'Ordre de la Nuit est à la recherche de Krina. C'est pourquoi, avec ses amis, il emmène sa fille dans la ville où a eu lieu l'évaluation de la veille. Étonnamment, la nouvelle de l'existence d'un seigneur de l'épée parmi les roturiers s'est rapidement répandue, et beaucoup de gens savent déjà que Krina est une enfant douée. Soudain, Dogora apparaît, armé d'une massue et l'air furieux. Et Halen se souvient qu'il s'agit du gamin armé d'une hache qu'il a vu lors de l'évaluation. Dogora demande à Halen ce qu'il fait là, puisque cette ville est un repère pour les ratés sans talent. Immédiatement, Krina s'interpose entre eux pour protéger son ami, et Djurda doit retenir sa fille avant qu'elle ne passe le gamin à tabac. À ce moment-là, l'Ordre de la Nuit arrive, imposant le respect à la population qui les regarde avec admiration. L'arrivée du capitaine Zenof, un maître épéiste, et de ses subordonnés. Quand ils descendent de leurs chevaux, le chef du village appelle Djurda et sa fille, et Halen remarque à quel point son ami est excité par tout cela. Cela fait seulement 3 ans qu'ils ont commencé à faire semblant de se battre en duel, et maintenant elle se trouve face à une occasion en or. Cependant, Djurda ne semble pas satisfait de la proposition du capitaine de faire entrer Krina dans l'Ordre de la Nuit, arguant qu'elle est encore trop jeune et qu'elle n'a pas la force nécessaire pour manier une véritable épée. Zenof affirme non seulement que la jeune fille est une maître épéiste, mais aussi qu'il considérera comme un mensonge le refus du père, ce qui constitue une tentative directe de tromper le baron Granvel. Selon l'officier, falsifier l'évaluation est puni de mort, et voyant le père hésiter, il sera nécessaire de vérifier si le talent de l'enfant est légitime ou non. Compte tenu de la situation, le chef du village propose un duel, Djurda implore la pitié, mais Zenof précise que si Krina ne se bat pas, elle sera exécutée avec sa famille. Le désespoir envahit tous ceux qui assistent à cette scène cruelle, sauf Krina, qui, voyant qu'on lui tend une épée, court vers elle et fait preuve d'une confiance incroyable. L'enfant est alors placé devant le vice-capitaine, qui se présente sous le nom de Lebrun et appartient à la classe des lanciers. Après s'être présentée comme Krina, la chevalière, elle charge l'officier sans aucune crainte, bien au contraire. Elle agit comme si elle jouait ou quelque chose du genre, et un sourire ne quitte pas son visage. Les deux commencent à échanger des coups, mais Lebrun bloque facilement l'attaque de la jeune fille, tandis que Dagora est impressionné par sa force. Halen estime que ses compétences en escrime sont peut-être déjà au niveau 5 grâce à tous les entraînements quotidiens. Malgré cela, le vice-capitaine contre-attaque et oblige Krina à bloquer avec difficulté, rendant Djurda de plus en plus désespérée. La jeune fille ne perd pas confiance et tente de riposter, mais elle baisse trop sa garde et reçoit un violent coup de pied dans l'estomac, qui la projette contre le mur avec une telle force qu'elle brise les briques. Gerda tente de courir après sa fille, mais il est retenu par 2 soldats, ainsi que par Halen et Roden, qui sont empêchés d'aider leur ami. La défaite semble certaine, tout comme l'exécution de Krina et de sa famille, mais le seigneur des épées se relève et commence à émettre une énergie magique qui fait trembler l'œil gauche de son adversaire. Sur ce,
la jeune fille charge à nouveau son adversaire et fait preuve d'une force et d'une agilité 4 fois supérieures à celles qu'elle avait auparavant, obligeant LeBron à donner tout ce qu'il a pour éviter d'être coupé en deux. Après une série de coups brutaux, Krina parvient à trancher la lame du vice-capitaine en deux et manque de peu de lui arracher le crâne. Zenoff déclare alors la fin du duel et la victoire de Krina. Alors que tous ceux qui ont assisté au combat se mettent à célébrer, le capitaine s'approche de Gerda et le félicite d'avoir élevé une véritable dame de l'épée, puis lui demande pardon d'avoir douté de sa parole. Gerda, cependant, garde un visage sévère et se concentre uniquement sur la protection de sa fille. Zenoff demande alors à pouvoir discuter de l'avenir de cette jeune fille si talentueuse et, si cela peut le rassurer, Gerda peut amener ses amis à la réunion. Quelques heures plus tard, à la résidence du chef du village, Gerda garde un visage sévère après avoir vu la vie de sa fille mise en danger. Allen comprend pourquoi le fils du chef est assis à cette table, mais il ne comprend pas pourquoi ce jeune guerrier à la hache est là avec son père. Peut-être sont-ils désespérés de ne pas être éclipsés par le seigneur de l'épée. À ce moment-là, Zenoff explique qu'il a été envoyé par le baron Granvelle pour déterminer s'il est vrai qu'un seigneur de l'épée est apparu parmi eux, et le résultat ne pourrait être plus clair après le duel. Zenoff informe ensuite des Boji que, sur ordre de leur maître, ce village s'appellera désormais Krina Village. Selon le capitaine, il y a 3 ans, un seigneur de l'épée est né dans une famille de comtes. Mais Allen ne comprend pas comment, car d'après ce qu'il se souvient des règles du jeu, une personne de cette classe ne peut naître que comme serviteur, roturier ou baron. Quoi qu'il en soit, l'officier ajoute que cette personne a même servi la famille royale, mais qu'elle n'a pas répondu aux attentes, ce qui a conduit à une réévaluation qui a déterminé que cette personne n'était en fait qu'un épéiste ordinaire. On découvrit plus tard que de nombreux membres de la noblesse avaient grandement exagéré les talents de cet individu, ce qui conduisit finalement à la création de cette règle consistant à toujours réévaluer les enfants considérés comme spéciaux. Cela dit, Zenoff présente une nouvelle fois ses excuses à Gerda pour avoir soumis sa fille à un jugement aussi difficile, et lui demande d'élever la jeune fille avec dévouement, car à l'âge de 12 ans, elle pourra étudier à l'académie et, à terme, servir la famille royale. Dogora demande si n'importe qui peut entrer dans cette académie pour devenir chevalier, et le père du garçon s'excuse pour l'interruption de son fils. Faisant preuve de patience, le capitaine répond qu'un instructeur sera envoyé dans ce village, et que Dogora devrait donc se consacrer à ses études et à son entraînement afin d'obtenir son approbation pour l'académie. Krina dit qu'Allen peut étudier avec eux, mais Dogora répond que les gens sans cervelle comme lui, sans talent, ne sont pas capables de le faire. Krina se précipite à nouveau pour défendre son ami, et Allen trouve amusant d'avoir 40 ans et d'être défendu par une fillette de 5 ans. Au fait, Zenoff remarque enfin Allen et, réalisant qui est son père, il se lève de sa chaise pour saluer Rodin, le chasseur de sangliers, une véritable légende locale. Rodin ne comprend pas d'où vient toute cette admiration, et le capitaine explique que son baron est passionné par la viande de sanglier servie dans leur village. À ce moment-là, Allen pense à la façon dont son père et les autres travailleurs ont risqué leur vie pour chasser cette bête, mais c'est le baron qui a gardé la viande. Il est néanmoins heureux du respect que le capitaine témoigne à Rodin. Une fois la réunion terminée et les deux familles séparées, Rodin fait remarquer à son fils que Krina pourrait devenir une héroïne comme celle des contes, mais que même les serviteurs comme lui peuvent parfois être reconnus par les nobles. Quoi qu'il en soit, l'homme pense que son fils a encore une chance d'accomplir de grandes choses dans la vie, puisqu'il porte les gènes de son père. Cela dit, Allen sort 2 fruits qu'il a volés lors de la réunion pour les donner à sa mère et à son frère, et les deux éclatent de rire lorsque Rodin montre qu'il en a volé encore plus. Le lendemain, le garçon est fou de joie en apprenant une excellente nouvelle. Il a enfin fait monter son niveau en compétences de conjuration, débloquant la technique d'enchantement et obtenant la capacité de faire apparaître des créatures de rang F. Apparemment, il doit encore fusionner 2 cartes pour en créer une nouvelle. Tout comme ce qui s'était passé avec Chappie, l'oiseau, le gamin, est immédiatement tout excité à l'idée de pouvoir invoquer un dragon du type Shinryu. Il se réjouit également du fait que la limite de son inventaire de cartes soit passée de 20 à 30. Cela faisait 2 ans qu'Allen n'avait pas amélioré sa compétence de conjuration, ce qui explique son immense bonheur. Ce soir-là, tandis que la famille se réunit autour du feu intérieur, Theresia sent son 3e enfant donner des coups dans son ventre, désormais très gros.
Allen propose de faire la vaisselle pour soulager le travail de sa mère, tandis que Mash lui demande s'il va avoir un nouveau petit frère. Theresia répond que, comme les coups sont un peu plus doux cette fois, le prochain bébé sera une fille. Lorsque son mari fait remarquer qu'il est temps de réfléchir à un nom, elle lui rappelle qu'il avait promis qu'elle serait celle à choisir les prénoms des filles. Pendant que Theresia y réfléchit, Allen célèbre en recevant un message d'Elmia dans son livre, indiquant que tous ses points de mana ont été entièrement restaurés. Ses parents remarquent qu'il est toujours dans la lune, car ils ne peuvent pas voir le livre. Ils doivent supposer que le garçon est un peu délirant et plaisante à ce sujet avec lui. Le garçon change donc de sujet et mentionne l'amélioration de la cicatrice de son père. Roden explique qu'il a obtenu cette marque après avoir traversé l'épreuve des dieux lors de la chasse au sanglier de la journée. Quand Allen demande ce que cela signifie, son père explique que l'épreuve des dieux est un moment spécial qui se produit parfois pendant les chasses, lorsque l'on ressent soudainement une poussée d'énergie qui guérit toutes les blessures et efface toute fatigue, ce qui est toujours formidable. En entendant cela, Allen s'imagine que c'est ainsi que les gens décrivent le processus de montée de niveau dans ce monde. Comme son père est un chasseur de sangliers vétéran, très respecté par la communauté, même si Allen ne peut pas vérifier son statut, il suppose que son père doit être à un niveau assez élevé. D'un autre côté, même si Allen célébrait sa récente, il est encore niveau 1, et il le restera à moins de combattre des créatures suffisamment fortes pour lui rapporter de l'XP. Le problème, c'est que des serviteurs comme lui ne peuvent pas quitter le village sans permission, sauf s'ils partent à la chasse, qui reste la seule exception. À cause de cela, Allen se porte volontaire pour la prochaine expédition de chasse. Mais Roden le stoppe immédiatement, expliquant que la chasse n'est pas un jeu, mais quelque chose d'extrêmement dangereux qui peut coûter des vies. Même Theresia est choquée par la franchise de son mari. Allen ne dit plus rien à ce sujet, mais il ne renonce pas à évoluer à sa manière. Avant de se coucher, il consulte à nouveau le livre et pense avoir enfin compris le message qu'il a reçu. Après tout, il avait envoyé quelques plaintes à la manière des joueurs totalement toxiques, ce qui a fini par payer puisque les développeurs ont corrigé le bug du texte. De plus, le message disait « Nous avons envoyé un message prophétique au grand pape pour avertir tout le monde ». Allen trouve cette combinaison de mots étrange et amusante, puis réfléchit au fait que toutes ces caractéristiques sont classées « E », car monter de niveau en mode enfer est extrêmement lent. Cependant, les développeurs ont aussi envoyé une pièce jointe montrant uniquement les données brutes, révélant qu'Allen possède en réalité des points de mana et une intelligence de rang S. En regardant de plus près, il découvre également quelques rangs ANC, ce qui le place à peu près au même niveau que Krina dans l'ensemble. Excité par cela, Allen a hâte de tester sa compétence d'enchantement, alors il l'essaie sur Denka. Le résultat est un boost aux statistiques du monstre, les mêmes statistiques qui fonctionnent comme des buffs pour le combat. Cependant, lorsque Allen enchante l'insecte, l'enchantement n'affecte pas le buff, qui reste identique. Lorsqu'il est invoqué, Denka n'est ni plus grand ni plus intimidant, même s'il est clairement plus fort. Cela montre à Allen qu'être invocateur, c'est bien plus que simplement appeler des créatures géantes. À propos de taille, Theresia finit par entrer dans la pièce et sursaute en voyant Denka, ce qui la pousse à marcher sur le pauvre animal et à le tuer. Quelques jours plus tard, au matin, Roden part à la chasse. Pendant ce temps, Allen, après avoir passé plusieurs nuits à enchanter et retirer des enchantements, découvre que les enchantements sur les cartes ne disparaissent pas, ce qui signifie que tant qu'il dispose de mana, il est judicieux d'enchanter toutes les cartes qu'il possède dans son... Il expérimente plusieurs fusions de cartes, mais il n'a toujours pas réussi à débloquer un nouveau type de monstre. Après avoir essayé toutes les combinaisons possibles, il ne lui reste plus qu'une seule chance, et le garçon prie pour que toute sa chance se concentre sur cette dernière tentative. Il combine l'insecte de rang F avec l'oiseau de rang F, et le résultat est plutôt inattendu, bien que pas vraiment satisfaisant. La carte qu'il obtient s'appelle Grass F, et le garçon n'avait aucune idée que l'on pouvait même invoquer de l'herbe, pour être honnête. D'un autre côté, la créature a un buff impressionnant de plus 7 points de mana, qui peut aller jusqu'à 12. Pour un invocateur comme Allen, c'est de l'or pur. Normalement, il s'attendrait à passer des décennies à monter de niveau en mode enfer, mais peut-être que cette nouvelle carte pourrait raccourcir de quelques années ce parcours. Sans perdre de temps, il invoque la carte et remarque que c'est en gros une pomme ambulante. Il décide d'appeler la créature un pot,
même s'il sait que ce nom n'est pas très original. En observant les bras et jambes semblables à des brindilles d'un pot, Allen suppose qu'il n'est pas destiné au combat. Puis, la créature affiche son panneau montrant la compétence aroma, qui signifie essentiellement qu'elle s'enterre sous terre et fait pousser un petit germe sur le dessus de sa tête qui dépasse à la surface. Du moins, comme le suggère le nom de la compétence, l'odeur est agréable, comme une huile essentielle. Allen n'a aucune idée de l'utilité de cette compétence, mais il se réjouit du fait que son jardin est désormais un pas de plus vers un véritable paradis botanique, avant de se rappeler qu'il n'est pas venu dans ce monde de glace pour devenir jardinier. Theresia vient appeler son fils pour le déjeuner, alors Allen se précipite pour ordonner à un pot de retourner dans la carte, mais sa commande ne fonctionne tout simplement pas. Lorsque Theresia s'approche, n'ayant aucune idée qu'un germe comme celui-ci poussait dans la cour, elle admire le parfum de la plante, tandis que le garçon se demande à quoi peut bien servir cette odeur. Plus tard, Allen s'entraîne comme d'habitude avec Krina. Même s'il ne s'est pas fait battre cette fois-ci, il est évident qu'il n'a aucune chance de tenir tête à cette fille. D'un autre côté, à sa grande surprise, Krina sent que son partenaire est plus coriace qu'avant, et cela pousse Allen à saisir immédiatement son livre pour vérifier. Finalement, sa compétence en maniement d'épée avait vraiment atteint le niveau 3, et l'extension de son inventaire lui avait donné plus d'espace pour renforcer sa défense et son attaque. Le garçon se demande même si le parfum d'un pot pourrait avoir quelque chose à voir avec ça. Par exemple, il se rappelle que Fido avait été sa première carte, avec une compétence appelée morsure. Il voulait vraiment tester ce sort, mais il avait peur que le chien errant attaque des passants dans la rue. Krina lui demande alors s'il va bien, car il parle tout seul depuis une bonne minute. Vers la fin de l'après-midi, après tant d'entraînement, Allen avait déjà lancé des pierres au même endroit sur l'arbre environ 20 000 fois, ce qui avait ouvert un trou dans le tronc, mais il n'y avait toujours aucun signe de montée de niveau. De plus, le pauvre garçon ne pouvait pas consacrer tout son temps à l'entraînement, puisqu'il devait surveiller son petit frère et aider sa mère avec les tâches ménagères, car elle était enceinte. Pendant un instant, il pense à abandonner, mais il se demande alors « Et si je n'étais qu'à une pierre de montée de niveau ?» Alors qu'il s'apprête à lancer une autre pierre, son frère attire son attention sur les nombreuses plantes qui ont poussé dans la cour, formant en quelque sorte un petit jardin. Mettant cela de côté pour l'instant, Allen reprend son livre et se dit que, grâce à Aroma, la compétence du pot, il avait réussi à réduire son temps total de récupération de mana de 6 heures à 5, ce qui lui donnait plus de temps pour faire d'autres choses. Cependant, la vérité est qu'il avait toujours l'impression de ne jamais avoir assez de temps. En levant les yeux vers le ciel, Allen observe la migration des albihurons, les oiseaux qui ont inspiré son nom. À la tombée de la nuit, alors que Mash dort, Allen et Theresia sentent que Roden tarde trop à revenir de la chasse. Soudain, le pire se produit. Les compagnons de chasse de Roden apparaissent, portant le père de famille sur une planche de bois, sous une pluie battante, et il est gravement blessé. Ils le font entrer pendant que les autres attendent dehors. Gerda explique à la famille que Roden a été transpercé à l'estomac par la défense d'un sanglier. Essayant de rester calme, Theresia note qu'ils ont déjà cautérisé la blessure, ce qui a arrêté le saignement. Gerda ajoute qu'ils ont réussi à le maintenir en vie grâce à une herbe médicinale appelée fleur de Mueller. Theresia ne comprend pas comment ils ont pu accéder à quelque chose d'aussi coûteux. Le chasseur se remémore le jour où les chevaliers étaient venus au village pour tester Krina. En guise d'excuse pour avoir été trop dur avec la jeune fille, le capitaine avait donné au chasseur une poignée de pièces d'or, et à présent, il se serait retrouvé dans de sérieux ennuis s'il n'avait pas reçu cet argent. Soudain, quelques chasseurs furieux commencent à accuser un certain paysan d'être responsable de ce qui est arrivé à Roden. À cause de tout ce vacarme, Mash se réveille en pleurant, effrayé et stressé par cette scène si intense pour un enfant si jeune. Voyant cela, les hommes décident de sortir pour laisser un peu d'intimité à la famille. Une fois tout le monde parti, Allen demande à Gerda ce que signifie cette histoire de paysan tenu pour responsable. Gerda explique que quelques jours plus tôt, le chef les avait appelés et ordonné d'inclure certains citoyens ordinaires dans la chasse. Comme tout le monde le sait, la viande de sanglier est extrêmement précieuse pour les nobles, et il est aussi connu que la majeure partie de cette viande reste entre leurs mains, ne laissant que les restes aux chasseurs. De temps en temps, ces derniers échangent cette viande contre du sel, du bois de chauffage ou d'autres biens essentiels très difficiles à obtenir autrement.
Il est aussi important de souligner qu'aucun paysan n'avait jamais volontairement participé à une chasse auparavant. C'est un travail très dangereux et les décès ne sont pas rares. Les serviteurs, quant à eux, n'ont pas le choix. Ils doivent risquer leur vie pour gagner leur pain quotidien. Cependant, cette fois-ci, les choses étaient différentes. Les citoyens ordinaires voulaient participer parce qu'ils avaient entendu parler d'un héros parmi les serviteurs, Roden. Le jour où le capitaine Zénophe a qualifié Roden de légende devant tout le monde, le compliment s'est répandu et a créé la croyance que les paysans inexpérimentés seraient en sécurité tant que Roden serait présent lors des chasses. Naturellement, Gerda et Roden n'étaient pas du tout ravis de devoir soudainement gérer des hommes inexpérimentés en expédition, mais ils ne pouvaient rien faire contre les ordres directs de Dobogi. Pour aggraver les choses, certains de ces paysans ne prenaient même pas l'entraînement au sérieux. Convaincus qu'ils pourraient laisser tout le travail aux serviteurs les plus expérimentés, le jour de la chasse arriva enfin avec tous ses participants. On avait confié aux paysans la tâche la plus facile, attirer le sanglier et retenir son attention. Mais lorsque les choses se sont intensifiées, les lâches ont paniqué et pris la fuite, bouleversant toute la stratégie soigneusement préparée. Au milieu de ce chaos, le sanglier a attaqué l'un des hommes qui fuyaient, et Roden est intervenu, la tête baissée. Gerda explique que le sanglier a été tué à la fin de la chasse et qu'il apportera demain à Roden sa part de viande. Avant de partir, il demande à Allen et à Theresia de rester forts pour leur famille. En le voyant s'éloigner, Allen se sent inutile de ne pas avoir pu aider à aucun moment. Porté par ce sentiment, le garçon reste éveillé toute la nuit, essayant d'aider sa mère de toutes les manières possibles, mais elle lui demande de dormir, voyant qu'il est clairement épuisé. Soudain, Roden se réveille en panique, criant le nom du sanglier, provoquant une agitation générale dans toute la famille. À cet instant précis, Allen se demande pourquoi il a été si égoïste, puisqu'il ne pense qu'à devenir plus fort. Mais à quoi sert la force si elle n'a pas de but? La vie est dure pour les serviteurs, la classe à laquelle il appartient. Pour eux, ce n'est pas un jeu. Ces gens donnent tout ce qu'ils ont, tout le temps. Ils tuent un lion par jour juste pour survivre, et Allen a un petit frère dont il doit s'occuper, avec un autre en route. Au milieu de tout cela, Gerda arrive avec la part de viande destinée à Roden et est heureuse de voir que son compagnon va un peu mieux. Elle promet ensuite qu'elle aidera la famille à se protéger du froid de l'hiver, pendant que le mari de Theresia est incapable de travailler. Motivé, Allen demande à son père de se reposer et promet de protéger sa famille. Cette fois, Roden ne discute pas avec son fils et ne tente pas de le retenir, car l'expression du garçon traduit une détermination pure. En fait, Allen commence à rejoindre le groupe de serviteurs pour des tâches plus légères et, chose étrange, il montre une force incroyable pour un enfant de son âge. Compte tenu des circonstances, Allen en a assez de faire semblant d'être faible et décide de montrer sa véritable force. La situation est critique, et puisque le village considère déjà Krina comme une héroïne, personne ne sera trop choqué de voir Allen participer aux travaux physiques. Le conjurateur retire tous les bonus de pointes de mana et les convertit en force physique, utilisant ensuite l'excuse qu'il a hérité cette force de son père. À partir du moment où il commence réellement à travailler, le garçon réalise combien il est injuste que les nobles gardent la majeure partie de tout ce que les serviteurs récoltent, et que le peu qui reste rend difficile. Un jour, Dobogi, le chef du village, apparaît chez Roden avec un jeune homme qui avait causé la blessure du chasseur. Ils apportaient des fruits pour s'excuser, et Allen ressent une colère envers le garçon lorsqu'il s'agenouille pour demander pardon pour ce qu'il avait fait. Roden ne se montre pas indulgent non plus et dit au garçon d'être plus prudent. Mais celle qui élève vraiment la voix est Theresia, faisant clairement comprendre que l'erreur de ce gamin a failli coûter la vie à son mari et que chaque famille est aimée et précieuse, peu importe la classe à laquelle elle appartient. À ce moment-là, les serviteurs amis de Roden se présentent à sa porte pour témoigner de leur affection, de leur respect et de leur admiration. Cela fait alors conclure à Allen qu'il a les meilleurs parents du monde. Plus tard, lorsqu'il trouve un peu de temps libre, Allen dégage un espace dans le champ pour faire apparaître une multitude de grenouilles bondissantes. Ensuite, il se cache dans les bois après avoir installé plusieurs pièges, puis utilise la capacité « provoquer » pour attirer les animaux qui voient les grenouilles comme des proies, afin d'obtenir suffisamment de viande pour survivre à l'hiver. Avec tout en place, la stratégie fonctionne, mais seulement dans une certaine mesure. Après tout,
Ce n'est pas n'importe quel animal qui a été attiré, mais un gigantesque albahuron, un monstre de rang B. En vérifiant son statut, Allen voit que sa compétence d'enchantement est passée au niveau 2, ce qui augmente les statistiques des créatures enchantées de plus 10 à plus 20, et il a déjà enchanté tous les monstres dans son inventaire. Face à cela, et déterminé à aider sa famille, Allen ne recule pas et lance une pierre sur la tête de l'oiseau géant, puis profite de la surprise pour frapper le cou de la créature avec son épée en bois, seulement pour recevoir un coup de pied en retour. Il invoque alors plusieurs Fidos, les chiens dont l'aptitude principale est mordre. La meute entoure l'albahuron et attaque, mais bien qu'ils parviennent à infliger quelques dégâts, ils sont défaits par le monstre. Allen tente de charger avec son épée en bois, mais reçoit un coup encore plus puissant que le précédent. De plus, il perd les bonus de chaque créature vaincue, ce qui affaiblit ses statistiques et le laisse extrêmement vulnérable.